Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, j'interview Alan Kao. C'est parti, on va découvrir son parcours. Bonjour Alan. Salut. Merci de nous recevoir dans ta salle aujourd'hui. Dans la cabane. Dans la cabane, au fond du jardin. Alors, quel enfant étais-tu ? Très sportif depuis petit, très sage aussi, j'ai pas fait trop de bêtises. Globalement, j'étais très actif, très actif, du mal à rester en place. T'as des frères et sœurs ? Une grande sœur, on a 7 ans d'écart. On a beaucoup d'écart parce que ma sœur n'a pas dormi. Mes parents ont hésité à en faire un deuxième, elle n'a pas dormi jusqu'à ses 3 ans. Donc ils ont hésité un peu. Nous, on a 7 ans d'écart, elle est de 86 et moi 93. Et du coup, le sport a toujours été hyper important dans ta vie, dans votre vie de famille, puisque ton papa était, et peut-être est toujours d'ailleurs, professeur. Mon père, prof de sport et prof de tennis, il a 2 métiers. Donc, il était prof de sport. Ma mère a été prof d'aérobic, donc j'étais dans le sport. Moi, j'ai aimé le tennis, mais je faisais beaucoup de sports de combat, j'aimais les deux. Vraiment, j'aimais plus les sports de combat. Moi, les premiers films que j'ai vus, c'était Bruce Lee, je les ai vus et revus. Ouais. Et le frère aîné de mon père était prof d'arts martiaux aussi, donc j'étais vraiment un grand fan. Et par la force des choses, par la suite, je me suis orienté vers le tennis. Un peu facilité, hein, quand on avait tout l'écosystème qui tourne autour du tennis. Ma mère jouait, mon père, prof de tennis, mon beau-frère, actuellement, est prof de tennis aussi. C'était un élève de mon père. Donc il y a eu tout cet écosystème qui m'a poussé à faire que ça pendant de longues années. Mais voilà, oui, globalement, j'étais très sportif. Tu as commencé du coup très... Je pense que j'ai fait sport de combat et tennis de 7 à 13 à peu près, 7-12. Et après tennis à fond la caisse on va dire de la 3e jusqu'à terminale, quoi. Et tu as toujours fait en compétition ? Ouais. Nous, dans la famille, on fait rien pour le plaisir, je crois. Et hormis ma soeur qui n'a pas fait de compétition du tout, qui a détesté le sport, qui a détesté le tennis et qui s'est mariée avec un prof de tennis. Un peu en rébellion quand même, non ? Ma soeur, oui, elle a fait de la rébellion, ouais, je pense. Mais au final, elle a fait le même schéma que ma mère a pu faire, parce qu'elle s'est mariée avec un prof de tennis, alors qu'elle détestait ça. Comme quoi, elle aime beaucoup le tennis en vrai. Bien plus que moi maintenant, par exemple. Et qu'est-ce que tu ressens dans la compétition ? Qu'est-ce que tu ressens dans le fait de se dépasser, de se surpasser finalement ? Moi, ça a été vraiment, pour moi, ça a été un schéma naturel d'aller vers la compétition. En vérité, faut dire ce qui est, hein, j'aime gagner. Cette sensation-là de stress, d'adrénaline. Et ouais, moi, c'est ce que j'aime par-dessus tout, c'est le challenge. Relever des challenges, l'adversité aussi. Parce que j'aime même les sports de combat, c'est autre chose, on se donne des coups. Le tennis, c'est une bataille mentale. C'est très dur aussi. C'est très dur comme sport. Et l'aérox, c'est un peu différent. C'est une bataille contre soi-même d'abord. Parce que c'est très dur physiquement. Tu sais que tu vas souffrir. Quoi qu'il arrive, tu vas souffrir. Ça va être une course qui va être difficile. Alors qu'au tennis, tu peux faire un match de tennis que tu gagnes facilement ou que tu perds facilement ou tu ne souffres pas forcément. Mais c'est autre chose. Au tennis, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu termines. L'aérox, tu sais quand tu termines. Arrivé au 100e mois, le bol, c'est terminé. Donc il y a des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Mais sans le tennis, sans ce sport en compétition avant, j'en serais pas là à l'aérox, quoi. Alors justement, tu as arrêté brutalement, non ? Très brutalement. Tu t'es blessé, il y a eu aussi une histoire personnelle. Ouais, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui se blesse pas ou très peu. Globalement, j'ai quand même quelqu'un qui encaisse très bien tout ce que j'ai fait physiquement. Mais tennis, j'ai eu une blessure au poignet à mes 19 ans. Douleur au poignet qui est venue subitement à l'entraînement. Je me suis dit c'est pas grave, et ça a traîné, je pouvais plus faire de revers à deux mains, et après examen, en fait j'avais le tendon là, qui est accroché à l'os, qui est sorti de sa gaine, et je pouvais plus faire ce qu'on appelle de pronosupination, donc plus de revers à deux mains. Et quand vous jouez quand même à très bon niveau, c'est très difficile de passer de deux mains à une main du jour au lendemain. Et le schéma s'est fait naturellement, j'ai essayé de jouer comme ça en faisant une main, et puis c'était de plus en plus dur. Et je suis quelqu'un qui arrête subitement, quoi. J'ai dit j'arrête. Et j'ai rangé mes raquettes. Et j'ai plus jamais retouché une raquette. J'ai repris une raquette en 2022 pour jouer pour le club ici. Mais sinon, j'ai plus jamais rejoué. J'aime plus du tout ça. Mais à ce moment-là, quand tu as décidé d'arrêter, qu'est-ce que tu as ressenti ? Ça a dû être dur quand même, j'imagine. Pas trop, étrangement pas trop. C'était plus comme un soulagement. D'un coup, allez c'est bon, on arrête, on passe à autre chose. Et heureusement que j'ai arrêté. Je pense que j'ai arrêté à temps. Parce que ma vie n'en serait pas là aujourd'hui, parce que j'aurais peut-être traîné encore dans les tournois, j'aurais perdu du temps.
etc. Et bon, il y a eu ce facteur-là, comme tu en as parlé un peu avant. Là, j'ai perdu ma mère. Ma mère est tombée malade, j'en avais 18 et je l'ai perdue à l'âge de 19, 11 mois après. Et c'est un facteur, c'est une cause à effet. Voilà, tu remets beaucoup de choses en question aussi. Mais quelque part, j'ai arrêté, je pense avoir arrêté au bon moment et pas avoir trop poussé trop longtemps. J'aurais pas été à la télé. J'étais bon, mais pas assez. Et je pense que c'était un sport qui me convenait pas tant que ça. Je suis plus, je le dis souvent, mais je suis plus j'ai un gros physique, des grosses capacités physiques plutôt que une grande technicité. Comment tu as découvert l'Aerox? Hasard, je l'ai rencontré à l'aéroport. Je l'avais rencontré à New York il y a l'année dernière, pour la première fois. J'avais pas eu le temps d'échanger avec lui. Je l'ai rencontré cette année aux États-Unis, encore à Phoenix. Et j'ai pu échanger avec lui. Et là, je l'ai rencontré à l'aéroport. C'est un monsieur qui est suivi sur les réseaux sociaux qui s'appelle Eric Hillman, qui a plus de 200 000 ou 300 000 followers, qui est un athlète un peu hybride, qui fait des Ironman, Aerox, CrossFit. Et en fait, je le suivais sur les réseaux sociaux et il parlait d'Aerox. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai tapé, j'ai cherché, et j'ai dit, bon, ça a l'air cool. Et je me suis inscrit sur la première compétition en mars 2023. Et en 2024, tu as été champion du monde quand même, en moins de 18 mois. Ouais, moins de 18 mois, j'ai été champion du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis toujours entraîné, je venais pas de nulle part, tu vois, je suis pas passé de zéro sport. Non, mais bon, quand même. Et je venais pas du tennis, quoi. J'avais arrêté le tennis et je m'étais énormément entraîné et surtout de manière très fonctionnelle. C'est-à-dire que je faisais pas du vrai crossfit, mais je faisais quand même. Oui, parce qu'il y a une phase du coup entre tes 19 ans et tes. Moi, c'est simple, j'ai arrêté de jouer au tennis, je suis retourné au club de sport de combat où j'étais quand j'étais petit. Ouais. Et je me suis entraîné direct, j'ai fait tout un été à prendre des cours particuliers pour rattraper le retard. J'avais tellement une grosse base physique, tellement fort physiquement par rapport au commun des mortels, que du coup je compensais mes défenses techniques avec le physique. Et j'ai fait mes premières compétitions très rapidement. Dans le combat. Voilà. C'était quoi comme combat? C'était du pancras. En fait, il n'y avait pas le MMA encore. C'est le MMA sans les frappes par terre. Le MMA a été autorisé aux alentours du Covid, là, 2021. D'accord, ok. Et tu voulais devenir quand même sportif professionnel, enfin ça a toujours été... Non. Moi, en fait, tu te retrouves, tu fais de la compétition tout le temps et tu passes de l'arrêt à mes 19-20 ans à quasiment jusqu'à 2000... pendant 6-8 mois à rien faire, moi c'était pas possible. Donc j'ai fait à fond de la compétition et j'ai rien fait après le sport de combat, plus de compétition, du travail. Après voilà, il faut nourrir sa famille, travailler, développer son business que j'avais très bien développé. C'était quoi? J'étais coach, donc je vivais très bien. J'avais 7-8 heures de cours par jour particuliers. Donc moi pour le coup ça marchait très bien. Ouais. Mais c'est mon plus grand regret quand je faisais ça, c'est que je vendais mon temps contre de l'argent en permanence. Et vous passez beaucoup de temps à travailler, vous êtes dépendant des clients aussi. Si c'est dépendant, tu allais à droite, à gauche. Après, j'avais réussi à tout centraliser ici. Après la naissance de ma fille, j'avais tout mis ici, donc c'était plutôt cool. Je gagnais du temps dans les trajets, parce que je faisais tout Marseille. Je faisais 7, 8, 12, 5, j'allais à Aubagne. Bon, après, tu travailles, il faut faire des heures. Tu gagnes bien ta vie, mais il faut faire des heures. Puis après, j'ai réussi à avoir cette salle et j'ai centralisé ici. Donc, la majorité de mes clients venaient ici, même ceux qui étaient du 7 et du 8, parce qu'ils préféraient, parce que j'avais beaucoup de matos. Et voilà, mais c'est pareil, tu fais des heures, tu es dépendant des clients. Je travaillais à 7h, à 21h, je finissais. Quand tu as une vie de famille, c'est compliqué. Justement, donc tu as une petite fille, elle a quel âge? Ma fille, elle a 4 ans et demi, elle va avoir 5 ans en septembre. Donc voilà, je travaillais beaucoup, j'avais pas cette liberté que j'ai maintenant. Maintenant, je lui explique beaucoup, c'est que je l'amène à l'école, je vais la chercher. C'est vrai, tu t'en occupes énormément. Le mercredi, elle fait full journée avec moi. Comme je lui dis, c'est pas une tare, hein, mais tu vas pas au centre aéré. Pendant les vacances d'été, tu es avec moi. C'est ta priorité aujourd'hui? Ouais, c'est ma priorité. Ouais, c'est ma priorité parce que le temps ne le rattrape pas. Et surtout, j'essaie de passer du temps de qualité parce que je me suis aperçu que même quand je l'avais, des moments, je passais pas de temps de qualité. Tu sais, tu es sur le téléphone, tu penses à d'autres trucs. Et là, j'essaie vraiment de passer du vrai temps. On a notre routine. Après, les gâtés pourris, mais voilà, j'ai inculqué les bonnes valeurs et je pense que je lui explique surtout que ce que je fais, que cette qualité de vie qu'on a aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça et que quand je m'entraîne ou quand je pars en compétition, c'est parce que c'est mon job aussi.
Parce que c'est dur pour elle de conscientiser le truc, de se dire papa il fait du sport, il s'entraîne, mais est-ce que c'est un vrai travail? Est-ce que c'est de l'amusement? Parce que tu lui dis qu'est-ce qu'il fait papa comme travail, elle va te dire il fait de l'Aerox, mais où il court. Au début elle disait il court. Donc voilà, c'est délicat pour un enfant de 4 ans et demi, sa maman est médecin, maman est docteur. Donc c'est beaucoup plus facile pour un enfant, donc moi c'est un peu plus compliqué. Et vous êtes arrivé du coup à trouver un bon équilibre pro-perso Ça n'a jamais été facile. Maintenant, je fais des erreurs. Parce que j'ai eu une transition très rapide, très brutale. C'est-à-dire que j'étais champion en 2024 en continuant à travailler, en travaillant beaucoup. Mes journées, elles étaient terribles. C'était réveil à 5h, premier entraînement, premier client à 7h30, 7h, 9h midi. Entre midi et 2, j'allais m'entraîner, je ne mangeais pas. Je prenais une barre, je m'entraînais pour avoir le temps. 14h, 17h, je me déplaçais, je revenais ici parce que je travaillais dans une académie de tennis de haut niveau, j'étais préparateur physique. Donc je jonglais, je faisais aussi 7, 8 heures, 9 heures de cours par jour avec les déplacements un peu. Donc j'allais à Aubagne, je la laissais à la crèche là en face, pour 8h30, à 9h il fallait que je sois à Aubagne, 9h midi, je m'étais déjà entraîné une première fois ici à 5h30 du matin. Tu vois, le rythme, honnêtement, sur le long terme, ça aurait été intenable. Je ne regrette pas parce que ça m'a amené à ce type-là qui a changé ma vie. Et puis du coup, brutalement, j'ai eu beaucoup de contrats, beaucoup de sponsors. Et ça a été très brutal et j'ai eu du mal à tout gérer d'un coup. Parce que j'étais actif sur les réseaux sociaux, parce que je commençais à avoir des contrats. Puis il fallait diminuer un peu les cours, mieux s'entraîner, mieux récupérer. Puis tu as des clients, l'air de rien, avec tes clientes, tu crées une relation de confiance. J'ai des clientes que j'ai eues pendant 10 ans. Quoi. Et je les ai plus, c'est mes plus fidèles. Elles reviennent ici un peu le samedi matin. Mais je les ai eues, elles m'ont fait confiance depuis le départ. Tu les gardes pendant des années. Moi, j'avais ma clientèle. Quoi. Franchement, hiver comme été, je n'avais pas des saisonniers, c'était très rare. Et comment on fait pour devenir champion du monde en moins de 18 mois? Ça a été quoi ta préparation? Même si tu as une bonne base, on l'a compris, mais quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de réussite aussi. Je pense que j'ai eu les étoiles qui se sont alignées au bon moment aussi, parce qu'il faut avoir la réussite, il faut du talent aussi. Et beaucoup de travail. C'est un mélange des trois, je crois. Je crois que c'est un mélange des trois. Je pense avoir pris la vague, j'ai surfé la vague au bon moment. Le niveau, il est monté. Mais quelque part, souvent on me dit le niveau il est monté. Là, c'est mon 3e championnat du monde en 3 ans. Mais j'ai battu des gars qui sont aujourd'hui aussi dans le top avec moi et qui n'ont pas été champions du monde, mais qui sont dans le top. Voilà, beaucoup de réussite, travail. Et voilà, et je pense que l'Aerox, j'ai surfé la vague quand il fallait. Est-ce que tu as déjà douté de toi, songé à abandonner? Moi, j'ai toujours dit que Aerox, ça n'allait pas faire toute ma vie. Au tennis, pareil, les gens me disent mais non et tout. Je dis tennis, j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai pas repris la raquette. Et personne pensait que. Tout le monde me dit mais t'aimais pas? Et je dis non, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu tires un trait, tu tires un trait. Moi, je suis comme ça. Toi, ton signe astrologique? Lion. Voilà, j'avais fait ce que j'avais fait parce que je pouvais rien faire de mieux au tennis. Et j'aime pas je déteste la médiocrité, donc rejouer au tennis pour être que moins bon. Puis le tennis, c'est un sport très frustrant. En fait, il y a beaucoup d'histoires de sensations, de balles. Tu as joué un peu au tennis. Donc moi, ça a été un carnage, mais. Voilà, mais tu as des sensations. Et... J'ai fini hôtesse. Hein, voilà, donc voilà. Et finalement, il faut. Je pense que quand je tire un trait, moi, je reviens pas dessus. Et l'Aerox fait partie de ma vie. Aerox, je le vois comme un tremplin. À l'heure actuelle, je suis rémunéré pour être par mes sponsors pour un athlète Aerox. Et comme je te disais en off, j'ai des projets. Moi, j'ai cette vision du sport très élargie. Moi, j'ai cette vision du sport très hybride. Pour le coup, moi, je trouve qu'Aerox n'est pas hybride. C'est un sport d'endurance et du triathlon un peu déguisé, si tu veux, où voilà, t'as beaucoup de ces courses à pied avec des exercices fonctionnels ou pas, parce que c'est pas non plus hyper fonctionnel. Et moi, j'ai envie de faire des triathlons. J'ai participé à une nouvelle compétition en septembre qui a eu lieu, depuis peu, les ATIX. Et voilà, donc j'ai envie de faire d'autres choses. Moi, je suis très inspiré par certains Américains qui font des trucs hybrides, des triathlons, des marathons, qui liftent, qui font des barres lourdes, qui courent. Moi, c'est ma vision du sport. Donc tu ne doutes pas? Non, il y en a eu du doute un peu. Tu te poses sur la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tout l'investissement que j'y mets,
Mais tu te fais t'as confiance en toi. Ouais, j'ai confiance en moi et surtout j'aime ce que je fais, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le sport j'en ferai toujours. Ça fait partie de ma vie depuis tout petit, donc pour moi il est très normal de s'entraîner, quoi. C'est quoi pour toi réussir? C'est quoi la réussite? Que signifie la réussite pour toi? Je pense que moi c'est être heureux. Au sens que je fais, peu importe ce que je fais, si je suis heureux, moi c'est ça la réussite. Tu vois, si tu fais quelque chose, que tu gagnes ta vie avec, tu gagnes très bien ta vie, mais tu n'aimes pas ce que tu fais, je trouve que c'est triste, quoi. Donc moi j'aime ce que je fais par-dessus tout, donc je suis vraiment passionné et tous les jours j'exprime de la gratitude, tu vois. Et des moments où ça a été très très dur, j'imagine quand même physiquement, même mentalement, il y a eu des fois où 2024 ça a été très dur. Et comment tu as fait pour pas lâcher? Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu? Je pense qu'à chaque fois j'ai eu un peu la carotte très rapidement. Si tu veux, je me lance dans Aerox. J'ai toujours eu un petit truc qui m'a fait croire ou de me dire il y a du positif dedans. C'est-à-dire que je fais ma première course en 2023, je fais mon premier podium direct. Je fais ma deuxième course, je fais un deuxième podium. Je fais ma troisième course, la première en France, je la gagne overall. J'ai mon premier sponsor après ça de NutriPure qui me suit toujours, qui est un de mes plus gros sponsors actuels. Donc je leur fais la dédicace parce qu'ils m'ont fait confiance en novembre 2023. Je me rappelle de ce premier coup de fil de Gaëtan qui est responsable de la marque toujours et qui me sponsorise sur ma troisième compétition. Donc une marque que j'utilisais en plus. Donc je l'ai payé les produits, donc voilà. La marque TSE, Tini qui m'a contacté juste après ma victoire, qui m'a dit non on veut t'aider, etc. Puis quelques semaines après, Puma qui m'envoie les chaussures gratuitement. Puis tu vois, j'ai eu que des trucs, des réussites. Donc à chaque fois, je m'a poussé avec quoi? Victoire au championnat du monde, un appel de Clément Hubert, le responsable de la marque Puma, et qui me dit on veut te sponsoriser. Donc vraiment. Donc tu vois, que des trucs comme ça, et ça m'a poussé à. Et voilà, à l'heure actuelle, je suis à 4 Puma depuis août 2024, NutriPure depuis novembre 2023, qui sont mes plus gros sponsors. Puis au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus gros sponsors. Tu vois, c'est chaque année. Puis cette année, ma meilleure. J'ai pas été champion du monde, mais c'est ma meilleure saison. Tu vois, j'ai participé à mes premières courses élites en solo, en double, tu vois, que du positif. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur une course? Peu importe la course, que ça soit de l'aérox ou autre. Du stress, il y en a, mais moi je suis quand même assez relax sur ça. Je prends beaucoup de recul. Et le stress, comme je dis, je le gère plutôt bien parce que j'ai affronté le stress très tôt finalement. Tu vois, on m'a mis sur un court tennis à 9 ans, tu joues un match important, tu joues des masters, on appelle ça les masters de ligue. Donc tu sais, c'est du stress, t'as 9 ans, t'as un arbitre. Donc je le gère plutôt bien. Et puis comme je dis, la pression, moi je dis toujours en rigolant, mais la pression c'est uniquement au bar. Et voilà, et tu vois, il y a de l'enjeu, mais la vie continue, quoi. Tu vois. C'est quoi pour toi la résilience, cœur de RBK Media? La résilience, c'est d'aller au bout des choses. Et, tu vois, d'aller au bout de ce qu'on s'était promis. Je suis quelqu'un, tu vois, maintenant ça se fait beaucoup. Alors peut-être qu'un jour ça va m'arriver, je devrais abandonner une course. Mais moi, j'ai fait 25 courses en 10 mois, donc 2 courses et demie par mois. 25 courses. Les gens, il faut vraiment qu'ils se disent ça se fait pas ou très peu, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Si tu comptes depuis mes débuts à Aero, je suis à plus de 40 courses, plus de 40 largement. Je ne suis jamais sorti d'une course. Jamais abandonné une course. J'ai eu envie d'abandonner, j'ai eu fait des temps qui ont été moins bons, je n'ai jamais abandonné une course. Parce que moi je pars du principe que si tu lâches une fois, tu autorises à ton cerveau d'abandonner, mais il sait. Le jour où ça va aller moins bien, il va prendre l'exit, tu vois. Et moi c'est interdit. Tu vois, je me regarde dans un miroir, et pourtant tu vois au tennis j'en ai lâché énormément des matchs. Mais moi je me suis interdit. Il faut vraiment que j'ai un gros problème pour que je lâche une. Puis aller au bout des choses et voilà, aller vraiment à ses limites, tu vois. C'est hyper important pour moi. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer, ou pas forcément jeune, mais quelqu'un qui veut se lancer dans la compétition sportive? Faire les choses intelligemment, bien s'entourer, parce que c'est très important, investir de l'argent dans un entraîneur, dans du bon matériel,
Voilà, ne pas avoir peur de ça parce qu'il faut faire les choses bien au départ. Tu vois, tu peux pas réussir sans bon matériel, sans un bon entraîneur, sans un bon écosystème autour de toi. Tu vois, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un super entraîneur qui est le meilleur au monde pour moi, à mon sens. J'ai le meilleur agent du monde pour mon sens. C'est plus qu'un agent, tu vois, il fait plus que son job. L'entourage est hyper important. Tu peux pas réussir sans un bon entourage. C'est quoi ta journée type, la journée type de Alan Kao en ce moment? Là, c'est plutôt chill parce qu'on est jeudi, les championnats du monde se sont terminés dimanche. Donc c'est une semaine assez free et ça fait du bien, honnêtement, ça fait du bien. C'est-à-dire que je ne m'impose rien. Parce que sinon, tu dois suivre... Ouais, bah, tu sais, rien que de suivre un plan... T'as pas envie de tout péter par moment? Ouais, c'est dur, c'est dur. Là, la fin de saison était dure. Tu suis un plan, tu respectes à la lettre. Après, je suis quelqu'un, mes amis te diront que je suis quelqu'un qui vit. Moi, chez moi, il y a toujours du monde. Je vois souvent, mais je suis très souvent dehors. J'essaie de trouver le juste équilibre. Bien sûr que c'est pas hyper compatible si tu te couches à 2h du matin et que tu t'entraînes et tout. Mais je garde quand même ce bon équilibre, tu vois. Je trouve entre le plus et le moins. Voilà, il faut vraiment trouver, parce que sinon je craque de toute façon. Ça me rend mal. Je peux m'enfermer pendant un mois et tout, mais c'est pas. T'as déjà craqué quand même si t'as jamais abandonné. T'es déjà arrivé de craquer une fois? Craquer non, mais j'ai eu envie de tout envoyer en l'air, tu vois, envie de faire autre chose, me dire j'arrête. Tu sais, en plus moi je suis quelqu'un, finalement je suis assez libre là à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, ça peut changer, mais je suis assez libre financièrement dans le sens où je pourrais m'en aller. Je peux pas parce que j'ai ma fille qui est ici, mais je pourrais me dire voilà, je pars loin, tu vois. Mais non, envie de craquer non, mais envie de couper vraiment oui. Là tu vois, je pars demain et je pense que je vais couper un peu le téléphone parce que t'es tenu un peu en laisse aussi avec les réseaux sociaux, tu sais. Ah oui, tu produis du contenu, tu regardes, donc là je vais partir à la montagne 3 jours, faire du vélo, de la course, de la rando. Ça va te faire du bien. Ouais, ça va me faire du bien. Ouais. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui vit quand même. Globalement, je vis. Je te dis pas que je vais au bar et que je veux boire de l'alcool, tu vois. Parce que de toute façon, c'est pas mon. Non, mais ça veut pas dire cas. ça forcément. Mais je vois, j'aime beaucoup être avec les copains. Et mes copains te disent que ça peut m'arriver d'aller très proche d'une compétition, d'aller manger une côte de bœuf avec eux ou une pizza. Mais je trouve le juste milieu. Ouais, toujours. Tu vois, pas dans l'excès, il faut toujours, tu vois. Et c'est ça qui fait que je peux tenir longtemps, je pense. Qu'est-ce que tu dirais au petit Alan? Continue de rêver, même quand on te dit que ça va être dur, que c'est pas possible. Continue d'y croire parce qu'au final, ma vie, elle est celle. Aujourd'hui, j'en rêvais de cette vie-là et pourtant, elle a changé qu'à 29-30 ans, quoi. Donc tu vois, ça a mis du temps, mais continue d'y croire et voilà, moi je pensais que j'allais jamais être athlète de haut niveau. J'ai entraîné des athlètes de haut niveau. C'était un peu une voie une issue de secours, tu vois. Et au final, à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui suis athlète de haut niveau, c'est moi qui vis très bien de ma passion. Et t'es fier de toi là? Ouais, je suis content parce que. Mais moi, j'exprime beaucoup de gratitude aussi sur ça. Je prends beaucoup de recul tout le temps et je me dis, ouais, j'ai de la chance quand même. Des fois, je me pose, je me dis, ouais, en fait, tu sais, je prends une grande inspiration, je me dis, ouais, c'est bien quand même. Ce que tu as fait, c'est bien, peu importe ce qui se passe, c'est cool. Quelles sont les valeurs que tu veux que ta fille retienne et apprenne? Le goût à l'effort, déjà. J'essaie de l'inculquer que rien n'est donné, rien n'est acquis. Que la vie est dure, mais qu'il faut se battre jusqu'au bout. Et surtout, j'essaie de lui faire comprendre je lui donne la vie qu'elle mérite, mais lui faire comprendre vraiment la valeur des choses, tu vois. Tu vois, je lui donne la meilleure vie possible, mais je lui fais comprendre que tout ça, je l'ai eu à la sueur de mon front et que même si moi je lui facilite la vie, comment on me l'a facilité, tu vois. Parce que moi je viens d'un environnement social qui est favorisé, tu vois. Je lui dis, moi le tennis, tu as joué, ça coûte très cher, surtout à très haut niveau. C'est une rente, le tennis, tu fais des voyages tout le temps. Moi mes parents ils se sont saignés. Voilà, nous, sa mère et moi, on se saigne. Sa mère est médecin, donc elle a fait des longues études. Rien n'est donné, tu vois. Et on lui donne la meilleure vie possible, mais je veux qu'elle ait la valeur des choses. Surtout, et le goût à l'effort. Qu'elle comprenne que c'est dur et qu'elle se dépasse, quoi. Quels sont tes prochains projets, là,
Et après, on... Mes prochains projets, moi, si tu peux nous... je suis pas qu'un simple athlète, c'est que je suis entrepreneur aussi parce que il y a l'après. On est sur le projet là d'une grosse salle de sport mais sur Paris. Pareil, j'essaie d'investir de l'argent intelligemment parce que voilà, on gagne de l'argent, moi j'en gagne, m'estime heureux, mais ça va très vite. Ah bah oui. Ça va très très vite. Et voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça pour préparer l'après, même si j'ai encore de belles années devant moi. Et on verra, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc quand tu me vois dans quelques semaines et ça aura changé. Mais voilà, j'essaie de préparer l'après quand même intelligemment. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs et auditrices avant qu'on termine ? Croyez en vos rêves. Je crois que voilà, moi j'ai la vie dont je rêvais à bientôt 33 ans, donc faut y croire parce que ça peut basculer. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Alan. Merci à